propose à présent d'accueillir notre premier conférencier de la soirée. Il a été présenté brièvement par Maxime Giraud il y a quelques instants. C'est un spécialiste de la sécurité internationale. On le voit assez souvent sur les plateaux télé. Il est notamment rédacteur en chef de la revue militaire suisse. Je vous prie d'accueillir, mesdames, messieurs, le docteur Alexandre Vautravers. Je vous en prie, monsieur Vautravers. Je vous remercie beaucoup pour cette introduction, et puis c'est tout à fait redoutable de débuter cette soirée, cette présentation, puis cette première édition du forum. Je vais démarrer cette édition en vous disant la chance qu'on a dans ce pays. La chance que l'on a dans ce pays d'être dans une démocratie avec des institutions, des processus qui fonctionnent et finalement une certaine stabilité politique qui nous est enviée à la ronde. Dans cette stabilité, j'ajouterais peut-être une autre qualité de notre système, c'est la responsabilité ou la co-responsabilité. Et je pense que c'est de cela qu'il s'agit lorsqu'on parle des prochaines votations, c'est-à-dire qu'on donne véritablement le pouvoir décisionnel à nos citoyens sur des sujets extrêmement précis. Pour ceux qui étaient avec nous ces 2 dernières heures, on l'a dit, on l'a vu dans le courant de ce film, on donne finalement des responsabilités, j'allais dire les cordons de la bourse, à des personnes. Et ce qui est essentiel pour moi et ce qui est important, je pense, ce soir et jusqu'au 27 septembre, c'est de faire en sorte que les personnes, que les citoyennes et les citoyens puissent vraiment se décider, se prononcer en connaissance de cause, avec les arguments pour, les arguments contre, et puis ce que je vais débuter maintenant, c'est peut-être certains arguments contextuels. Je pense qu'il faut voir dans quel contexte on se trouve pour pouvoir prendre un certain nombre de décisions. Alors, dans cette veine, si j'ose dire, nous avons des processus et des institutions qui fonctionnent relativement bien, avec des services de renseignement de la Confédération, avec des services de renseignement militaires qui nous mettent à jour une situation, un contexte international. On a bien sûr un département fédéral des affaires étrangères qui suit l'évolution des situations internationales, qui suit l'évolution des relations avec nos partenaires et avec nos voisins. Et cette évolution de la situation va amener finalement à décider d'une politique de sécurité qui se fait par différentes étapes, c'est-à-dire que toutes les quelques années, on va développer un rapport sur la politique de sécurité, puis ensuite on va décliner ce rapport sur la politique de sécurité par des instruments. Alors ça peut être l'armée, ça peut être les forces aériennes, mais ça peut être aussi une action diplomatique dans un sens ou dans un autre. Donc on a des institutions qui fonctionnent bien, et quand on prend une décision comme le 27 septembre, il faut se rendre compte que finalement on a un pouvoir très très significatif, c'est celui de finalement jeter au panier des rapports des services de renseignement ou des rapports des affaires étrangères, un rapport sur la politique de sécurité qui a été approuvé par le Conseil fédéral, qui est présenté par le Conseil fédéral, qui est soutenu ou qui est discuté par les chambres au Parlement. Et donc, il faut se rendre compte que cette décision, elle intervient au bout de tout un processus démocratique. Je n'ai pas besoin de revenir sur ces motifs d'exposé. Et donc, quand j'ai entendu dans le film tout à l'heure un certain nombre de voix qui disent « mais la Suisse est un pays très différent des autres, est un pays qui est épargné par la guerre ». Alors c'est vrai que dans les 30 dernières années, je pense que parmi les gens qui sont dans cette salle, il y a peu de gens qui ont été dans une zone de conflit, à moins que vous ayez été au CICR, dans lequel cas je vous salue aussi parce que vous êtes d'anciens collègues, mais il y a peu de personnes qui ont véritablement ces expériences dans des zones de conflit. Et donc la guerre, les conflits, des relations internationales qui ne sont pas toujours basées sur le droit, mais qui sont basées sur la négociation, pour ne pas dire le bullying, qui sont basées sur des négociations très fortes, eh bien c'est quelque chose qui existe et qui est très fréquent à travers le monde, même si l'on pense être prémuni ou préservé de ces choses-là en Suisse. Et j'aimerais vous montrer un graphique
Alors, je ne me fais aucune illusion, il y a peut-être juste une personne qui a 25 sur 20 de vision qui va pouvoir lire tout ce qui se trouve là, mais c'est pas grave, vous pouvez considérer que c'est de l'art moderne, c'est très joli aussi dans votre salon. C'est un graphique qui a été fait par une revue qui est pas du tout une revue spécialisée dans la défense ou dans les conflits armés, c'est The Economist. Et cette infographie qui vient de cette revue britannique, The Economist, elle est intéressante parce qu'elle vous montre depuis 1946, 1946 c'est pas rien, hein, c'est la signature de la Charte des Nations Unies, c'est la création de l'ONU en gros, jusqu'en 2012. Alors oui, on aurait pu continuer ce graphique. Ben, ce graphique, il vous montre la totalité des conflits qui ont eu lieu durant cette période-là. Donc si vous croyez que le dernier conflit qui a eu lieu a été la Seconde Guerre mondiale, eh bien, détrompez-vous, depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a eu tous ces conflits-là, et puis après, je ne vais pas aller dans les couleurs qui déterminent les différents continents, les différents types de conflits. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les conflits armés, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, ce n'est pas nécessairement quelque chose de très lointain, et c'est en réalité la norme pratiquement dans les relations internationales, dans certains endroits plus que d'autres, et les foyers d'insécurité, les foyers de conflits ont tendance, on va dire depuis les années 1990, ces foyers de conflit ont eu tendance plutôt à se rapprocher des frontières de l'Europe, pour ne pas dire qu'elles sont aujourd'hui aux frontières de l'Europe. Je ne vais pas vous embêter avec beaucoup de chiffres. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, il y a 45 conflits armés à travers le monde. Alors, vous pouvez interpréter ça de différentes manières, mais 45 conflits armés à travers le monde, ça veut dire qu'il y a pratiquement un pays sur 4 qui est en guerre. Et si j'ose dire, ça veut dire, grosso modo, un quart de la population mondiale qui subit ou qui est directement confrontée à une situation de conflit armé. Ça veut dire que probablement il y a la moitié de la population mondiale qui est directement ou indirectement confrontée à la guerre, parce que là-dedans, il y a toute une série de pays qui vendent des armes, il y a des pays qui récoltent des réfugiés, il y a des personnes qui doivent quitter ces foyers d'insécurité. Donc ça veut dire que la situation de la Suisse aujourd'hui, où on est persuadé que le dernier conflit a eu lieu il y a plus de 50 ans, c'est quand même une situation statistiquement tout à fait exceptionnelle. Et la norme, c'est plutôt des relations internationales qui sont, on va dire, musclées, qui sont basées sur la négociation, beaucoup plus que sur le droit. Alors vous allez dire, oui, les conflits armés d'aujourd'hui, ces 45 conflits armés dont je vous ai parlé juste maintenant, ce sont des petites guerres. C'est une expression qui date du XVIIIe siècle. Alors quand vous êtes dedans, c'est pas tout à fait une petite guerre, mais c'est vrai que dans les années récentes, vous avez ici en jaune beaucoup plus de conflits internes, c'est des guerres civiles, hein, pour dire les choses de manière simplement, mais ces guerres civiles, elles ont un nom tout à fait trompeur, et en réalité, vous avez beaucoup de guerres civiles où des États très importants, très puissants, interviennent, et je prends l'exemple de la Syrie, par exemple. Vous savez peut-être, ou vous savez peut-être pas, que 33%, un tiers de l'aviation stratégique, des bombardiers stratégiques russes, ont été engagés dans une opération précise pour bombarder la Syrie. Donc on est dans une réalité où même dans une guerre civile, dans un conflit intra-étatique, dans une guerre entre guillemets localisée, vous avez des acteurs de très loin qui viennent, qui projettent des forces et qui ont l'intention d'agir et d'influencer sur le sort de ces conflits. L'autre chose, c'est qu'en orange, vous avez ici les conflits entre les États. Alors, il y en a quelques-uns, vous allez dire, pas beaucoup, mais il y a beaucoup de cette zone grise ici qui sont des conflits qui commencent par des guerres civiles, qui deviennent très rapidement des conflits internationalisés, c'est-à-dire que tout le monde vient prendre part à ces hostilités, fournit des contingents. Et donc, au sens du droit international, on doit retrouver ici la dénomination, la définition de ces guerres ou de ces conflits entre États. Et je dirais que le tableau, il est plutôt sombre lorsque vous regardez l'évolution des conflits armés à travers le monde.
Pour vous dire, pendant la guerre froide, vous avez en moyenne 6 à 8 conflits armés à travers le monde. Durant les années 1990, vous avez entre 16 et 17 conflits armés à travers le monde. Et ça, c'est la période qu'on a choisi d'appeler les dividendes de la paix. Donc je vous laisse choisir si véritablement cette expression était adaptée à la circonstance. Alors oui, on a beaucoup dégraissé, on a beaucoup diminué les budgets, on a beaucoup diminué les forces militaires en Europe, mais lorsqu'on a fait cela, on a beaucoup débarrassé du matériel, on a beaucoup liquidé du matériel qui s'est retrouvé soit dans les Balkans, qui s'est retrouvé soit en Afrique du Nord, et donc quelque part, même ces efforts de désarmement des années 1990, si vous cherchez la référence de mon article dans la revue militaire suisse, je vous la donnerai avec grand plaisir, je l'ai écrite dans un train pendant que j'étais en Chine, au milieu de la nuit. C'est une petite histoire, c'est une anecdote, c'est pas grave, mais en réalité, même le désarmement en Europe a produit et a financé, a permis de constituer de nouveaux conflits une dizaine d'années plus tard. Je vous présente une autre illustration qui est, je pense, intéressante. C'est le nombre de conflits qui, en jaune, sont résolus chaque année. Donc il y a un traité de paix qui met fin à des hostilités, et ça, il faut s'en réjouir. Et puis, la zone rouge que vous avez ici en bas, ce sont les nouveaux conflits qui débutent, qui démarrent. Alors vous aurez compris que c'est assez facile de débuter, de démarrer un conflit, c'est beaucoup plus compliqué de mettre les gens autour de la table et puis de se mettre d'accord sur le fait qu'on va arrêter de se battre. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on peut dire que la résolution des conflits sur le plan international est quelque chose d'extrêmement difficile, c'est long, c'est coûteux, il faut mettre les gens en confiance, ça prend des années, ça ne marche pas toujours, et donc on est dans une situation où aujourd'hui, un tiers des conflits armés à travers le monde ont plus de 30 ans. Ça veut dire que pour 1 sur 3 de ces conflits, il n'y a pas de véritable solution. On va pouvoir mettre les gens autour de la table, on va pouvoir discuter un certain temps, on va pouvoir aménager, négocier quelque chose. Enfin, il n'y a pas d'illusion à se faire. Il y a certains conflits qu'on ne va pas pouvoir résoudre dans les 3 ou les 5 ou même les 10 prochaines années. Et malheureusement, ces conflits qui durent depuis plus de 30 ans, imaginez-vous cela à une échelle personnelle, c'est même plus vous ou c'est même plus vos parents qui ont débuté le conflit, mais c'est vos enfants qui vont continuer le conflit parce qu'ils sont peut-être plus dans leur pays d'origine. Ça devient des choses très très compliquées. On ne sait plus forcément pourquoi on est en train de se battre, ou les uns et les autres se battent pour des raisons différentes. Ça devient très difficile de résoudre ce type de conflit ou de conflit oublié. Je vous montre ces graphiques qui vous explicitent la situation des dépenses en termes de défense, donc des acquisitions d'armement ou de disponibilité des forces armées. Et là, ce qui est intéressant, je ne vais pas tout commenter dans le détail, mais on peut dire que depuis les années 2000, on voit un accroissement très important des dépenses en matière d'armement et des dépenses en matière de défense à travers le monde. Mais à l'époque, on pouvait le dire sur les antennes de plateaux de télévision, on pouvait le commenter dans les journaux. La plupart de ces accroissements des dépenses, c'était le fait de la Chine, c'était le fait de la Fédération de Russie, c'était le fait de l'Inde. Enfin, il y avait un certain nombre de pays, c'était bien sûr les pays du Golfe, qui avaient beaucoup de pétrodollars à investir dans l'armement pour se sécuriser. Donc essentiellement, c'était des zones assez lointaines de l'Europe et assez lointaines de la Suisse. Ce qui est nouveau et qui démarre véritablement en 2015, c'est que pour la première fois depuis la chute du mur de Berlin, il y a une augmentation très importante, très sensible des dépenses en matière de défense en Europe. En Europe. Là, je parle de la France, je parle de l'Allemagne, je parle de ces pays-là qui sont soit membres de l'Union européenne, soit membres de l'OTAN. Et vous le savez certainement parce que c'est quelque chose qui empoisonne les relations entre les États-Unis d'Amérique et un certain nombre d'États européens. Mais vous savez que les États membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, membres de l'OTAN, se sont engagés en 2011 à dépenser 2% de leur PIB dans la défense. 2% du PIB, est-ce que vous savez quelles sont à peu près... pour avoir une comparaison, ces dépenses en Suisse,
Voilà, on est à 0,7, c'est-à-dire un des pays européens, un des 3 pays européens avec le taux d'investissement en matière de sécurité ou en matière de défense les plus bas. Donc c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Et pour la première fois, avec le développement de l'armée, eh bien, on a vu un accroissement du budget de la défense. Pour la première fois, un accroissement pour rattraper certains de ces investissements qui n'ont pas pu être effectués. Vous voyez ici cette dégringolade depuis la chute du mur de Berlin, depuis 1990. Ça, c'est la part des dépenses de la Confédération en matière de défense. Donc, quand dans le film tout à l'heure on nous a dit qu'il fallait prendre de l'argent à l'armée pour l'investir dans la santé ou dans d'autres domaines, alors je crois que, il n'en est pas question, parce que les dépenses de la Confédération, je vous rassure, augmentent à un train plus rapide que les besoins en matière d'armement, mais il s'agit maintenant de stopper l'hémorragie et puis de combler tout simplement le manque d'investissement qui a eu lieu ces dernières années. Donc, puisqu'on est en train de parler de pourcentage et d'investissement dans la défense, vous savez que quelques années en arrière, on a eu un groupe de travail sur l'obligation de servir. Et puis à l'époque, certaines personnalités se sont amusées à donner des petits drapeaux à ces variantes. Alors on a parlé du modèle norvégien parce que ça sonne bien. Alors j'aime autant vous dire que j'ai combattu l'idée de mettre des drapeaux sur ces variantes, parce que si on choisit un modèle norvégien, alors à ce moment-là, il faut avoir l'honnêteté de mettre des drapeaux sur les 4 variantes différentes, et puis on serait tombé sur une variante autrichienne, une variante suisse, une variante, laissez-moi me souvenir, israélienne, et puis bien sûr la variante norvégienne. J'aime juste rappeler, puisqu'on a considéré à l'époque que la Norvège c'était tellement égalitaire et c'était tellement sympa, la Norvège c'est 2,6% du PIB qui est investi dans la défense. Donc si on devait investir 2,6% de notre PIB là-dedans, ça voudrait dire, vous l'aurez bien compris, il faut quadrupler les dépenses en matière de défense en Suisse. C'est pas du tout cela dont il est question en ce moment. On est juste dans une logique de stopper cette chute et puis de combler des manques dans la modernisation des matériels ou le remplacement des matériels qui arrivent à bout. D'ailleurs, pas seulement les avions de combat, mais d'autres systèmes des forces terrestres. Cette présentation ici, elle vous montre la réalité des forces conventionnelles et des avions de combat qui existent dans le contexte européen. Alors, je ne vais pas focaliser sur un pays particulier, encore que, enfin, la Suisse, quelque part, est dans une charmante compagnie, d'une part. Et puis, deuxièmement, vous voyez que entre ces appareils qui sont ici en orange clair et en orange foncé, vous avez dans la première moitié les appareils, je dirais, d'ancienne génération, plus anciens ou moins modernes que les FA-18. Et puis, vous avez dans la couleur plus sombre l'équivalent des appareils qui sont d'une génération équivalente au FA-18. Donc, on peut dire que, oui, le nombre d'avions de combat en Europe a diminué depuis la guerre froide, ça c'est vrai, en chiffres absolus, c'est vrai. Simplement, les avions de la guerre froide, c'était des avions qui étaient la plupart du temps très spécialisés dans une mission particulière, donc il fallait beaucoup d'avions et beaucoup de types d'avions différents pour pouvoir accomplir des missions, alors qu'aujourd'hui, la plupart de ces pays qui nous entourent ont modernisé leurs forces et ils disposent d'avions polyvalents, c'est-à-dire que ces avions peuvent tout faire, peuvent accomplir des missions complexes, peuvent se défendre tout en attaquant l'adversaire, et ça c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Donc il y a moins d'avions, mais la performance et la polyvalence de ces avions est sensiblement plus importante que ce que l'on a connu à l'époque de la guerre froide. J'ai dit que je n'allais pas prendre un pays particulier parce que tout le monde aurait pensé à un pays précis. Alors je vais prendre la Turquie. Vous savez que la Turquie, aujourd'hui, a autant d'avions de combat modernes que pratiquement tous les membres de l'Union européenne. Il faut juste se rappeler, non seulement ça, mais en plus ils les utilisent. Et ils les utilisent très régulièrement, et ils les utilisent pas contre des forces de second ordre, ils les utilisent contre, aujourd'hui, toutes les grandes puissances militaires sont dans la région
et s'implique dans le conflit en Syrie. Donc on est dans cette situation où en réalité on ne peut pas faire un vide au centre de l'Europe. Quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure, oui, mais en termes de coopération, on peut se rapprocher de l'Union européenne, on peut se rapprocher de certains voisins, on peut se rapprocher de l'OTAN, on peut se rapprocher de tout le monde. C'est pas ça la question. C'est que si vous voulez coopérer, vous devez avoir quelque chose dans la poche, quelque chose à mettre sur la table. Alors la question, c'est qu'est-ce que vous avez à mettre sur la table? J'ai donné une conférence à Budapest où on parlait de l'OTAN et de l'évolution de l'OTAN. Et puis j'avais un certain nombre d'anciens ministres au premier rang qui ont été très fâchés par ce que j'ai dit, parce que eux considéraient que la Hongrie était un pilier central de l'OTAN. Puis je leur ai dit, mais vous avez juste pas compris, vous êtes junior partner dans cette alliance atlantique. Vous êtes des junior partners, vous êtes minuscules, et c'est les États-Unis, c'est d'autres pays qui vous expliquent comment vous allez engager vos forces et ce que vous allez acheter. Et si vous n'avez pas compris ça, on va vous le faire comprendre ces prochaines années. Un des anciens ministres des Affaires étrangères m'a dit non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et je lui ai dit, répondez-moi simplement à cette question-là. Pourquoi est-ce que vous avez, vous, Hongrois, pourquoi est-ce que vous avez des troupes aujourd'hui en Afghanistan? Ah ben parce que aujourd'hui, l'Afghanistan, tout le monde sait que c'est perdu. Ah oui, mais si vous voulez faire partie de l'OTAN, vous n'avez pas d'avion de combat moderne, vous ne pouvez pas appuyer les efforts de l'OTAN, je ne sais pas, en Libye ou ailleurs. Bon, à ce moment-là, on va trouver un autre job pour vous, ce sera d'envoyer des troupes en Afghanistan. Donc, lorsque vous parlez de coopération, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que soit vous avez quelque chose à mettre sur la table, et puis vous pouvez quelque part influencer les décisions qui seront prises, ou alors vous n'avez rien du tout, puis vous acceptez finalement le job qu'on va bien vous donner. Il faut juste être conscient que la coopération, ça fonctionne comme ça. Je vous parle, c'est une déformation d'un ancien professeur de relations internationales qui vous parle des grandes théories sur les relations internationales, disons, de ces 20 dernières années. Et si vous regardez ces trois bouquins qui ont été trois grands best-sellers des années 1990 et des années 2000, mais c'est plus que des best-sellers, c'est pas des gens qui ont acheté ça sur Amazon ou dans une librairie, c'est des ouvrages qui ont été repris par des administrations, par des gouvernements, par des ministres, par des présidents, par des chefs d'État. Alors pour le dire très très vite, vous avez ici quelque part le blueprint de la politique étrangère des républicains, des néoconservateurs américains, et puis vous avez ici le blueprint de la politique des démocrates, du parti démocrate, donc Bill Clinton pendant les années 1990. Finalement, le programme, il est là, hein, si vous voulez. Ce que je veux dire par là, c'est que ces trois ouvrages nous renseignent sur comment les relations internationales évoluent. Et dans l'ouvrage de Samuel Huntington, on nous parle de ce clash entre les civilisations, ou de ce conflit entre les civilisations. Alors, on peut être d'accord, partiellement d'accord, ou pas du tout d'accord. C'est pas ça la question. Il y a plein d'erreurs dans ce bouquin, mais c'est pas grave, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il y a une chose qui est intéressante. C'est qu'il ressuscite une idée qui date du Moyen-Âge, c'est que les conflits ont lieu sur les marges, les conflits ont lieu sur les frontières. Je ne suis pas en train d'aller chercher toutes les erreurs chez Huntington, mais je vous dis qu'il a ressuscité cette idée intéressante qu'il y a finalement des centres, plusieurs centres, civilisationnels ou économiques, finalement, peu importe. Et puis, les conflits ont lieu sur la périphérie, ont lieu sur les zones de fracture entre ces différentes civilisations. Et je pense que uniquement sur ce point-là, c'est quelque chose à méditer et à penser. On a d'ailleurs développé plusieurs théories sur cette base. On parle d'un arc de conflit. Alors cet arc de conflit, si je reprends ma carte ici, il est très simple, il est très facile à dessiner. C'est un peu comme un croissant, c'est un peu comme un sourire. Ça commence ici et ça finit là. Enfin, c'est toute la frontière sud et est et sud-est de l'Europe. Donc, quelque part, on est dans cette réalité-là. Je ne dis pas que Samuel Huntington a tout inventé, je ne dis pas qu'il a eu partout raison, mais ce qui est intéressant là, c'est que les conflits principaux, ils ont lieu sur ces zones qui sont disputées entre différentes civilisations, entre différents blocs. Alors, c'est plus deux blocs, Est et Ouest, mais aujourd'hui, il y a plusieurs centres de puissance internationale qui sont rivales. Deuxième
ouvrage qui nous renseigne sur le fait que, à la fin, on ressuscite l'idée que si on veut avoir une vraie puissance, si on veut vraiment influencer les autres, eh bien, on doit trouver des partenaires, des alliances. Alors, Paradise and Power, qui est le Paradise et qui est le Power? Ben, c'est l'alliance entre les États-Unis et l'Europe. Alors l'Europe, c'est entre guillemets le paradis, hein, vu par Robert Kagan, et puis les États-Unis, c'est l'arsenal de la démocratie, c'est la puissance dure, c'est l'utilisation des armes. Et la théorie de Robert Kagan, c'est de dire, ben, pendant 50 ans, ou 60 ans, ou 70 ans, cette alliance, elle a été un énorme succès, c'est-à-dire que d'un côté, on a les Européens qui sont sociaux, qui sont environnementaux, qui apprécient la vie, la cuisine, etc. Et puis de l'autre côté, on a les Américains besogneux qui dépensent dans l'armement, qui tiennent ouvert le parapluie nucléaire au-dessus de l'Europe. Je ne suis pas en train de dire que c'est mon avis, je suis juste en train de résumer en quelques lignes le livre excellent de Robert Kagan qui a beaucoup inspiré les différentes administrations républicaines. Et aujourd'hui, si je vous dis que les Américains sont en train de dire aux Européens « Arrêtez avec votre désarmement, vous devez être responsable de votre propre sécurité et donc vous devez atteindre ce seuil de 2%. » C'est pas seulement les présidents, c'est pas seulement Trump, c'est pas seulement les présidents républicains qui l'ont dit aux Français, aux Allemands et aux autres, mais Obama l'a dit aussi, Bill Clinton l'a dit aussi. Donc tous les présidents américains, quelque part, se sont quand même référés à cette nécessité que les Européens puissent assumer et assurer leur propre défense. Et puis la théorie de Joseph Nye sur le soft power, c'est quelque chose qui a été publié entre 1991, c'était un article, et puis 1994, c'est ce livre. Alors moi j'adore cette théorie. C'est arrivé à point nommé parce que ce livre est paru pendant la campagne de Bill Clinton qui justement voulait réduire les dépenses militaires. Alors je trouve que c'est un excellent exemple de théorie politique ou d'opportunisme politique parce qu'on dit que finalement on n'a pas besoin des militaires et puis on peut atteindre des résultats beaucoup plus intéressants avec des moyens non militaires, c'est-à-dire le développement, l'aide, la collaboration internationale, etc. Alors, ça, c'était un bouquin qui est sorti en 1994, qui est devenu vraiment le cœur de la politique étrangère américaine de Bill Clinton. Et 10 ans plus tard, en 2004, Joseph Nye écrit un autre bouquin qui s'appelle Smart Power. Alors, vous aurez compris ce que ça veut dire, Smart Power. Ça veut dire « Oups, je me suis trompé ». Et Smart Power, c'est en fait de dire le soft power sans hard power, c'est-à-dire sans une force militaire, ça marche pas. Ça marche pas. Et effectivement, entre 1994 et 2004, vous avez 2 génocides, un en Bosnie-Herzégovine, un autre au Rwanda, et même les personnes qui ont été les plus favorables, donc les plus libéraux, donc les plus à gauche, aux États-Unis, ont changé leur fusil d'épaule, c'est le cas de le dire, pour devenir des interventionnistes parce qu'ils se sont dit le soft power, ça ne suffit pas, ça ne fonctionne pas, il faut intervenir. Et aujourd'hui, qu'ils soient de droite ou de gauche, les présidents américains jurent par cette combinaison de soft power et de hard power contre des gens qui sont prêts à exterminer une partie de leur population. C'est pas le moment de leur faire des chèques et puis de leur construire des aéroports et des autoroutes ou d'inviter leurs étudiants étudier dans les universités américaines. Donc on a complètement dépassé cette philosophie politique des années 1990 et on est revenu, je m'excuse, mais à une période de relations internationales beaucoup plus dure. On l'a dit pendant le film, lorsqu'on a parlé du conflit en Ukraine, mais la réalité aujourd'hui, c'est ça. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez négocier toute une série de choses, vous pouvez faire la paix de toute une série de manières, enfin, il faut quand même avoir de quoi assumer ou de quoi imposer vos objectifs. Je vous montre cette photo parce que c'est là où je travaille.
Et cette photo de Genève, elle vous montre l'importance de son aéroport international, que vous avez là au premier plan. Je pourrais également vous tracer la frontière, puisque Genève a 5,5 km de frontière avec la Suisse et 110 km de frontière avec la France. Mais je pourrais aussi vous parler de tout le quartier de la Genève internationale. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose à garder à l'esprit lorsqu'on est en train de dire que l'on pense qu'il est tout à fait imaginable et possible de renoncer à une sécurité aux frontières, renoncer à une sécurité, à une police aérienne, renoncer à une capacité d'intervention, renoncer finalement à des outils sécuritaires qui me paraissent quand même tout à fait internationalement acceptés et reconnus. Alors je vais beaucoup plus loin là-dedans. Moi je me pose la question, si l'on n'a pas la possibilité d'assurer la sécurité dans la troisième dimension, si on n'a pas la possibilité d'assurer la sécurité cyber, si on n'a pas la possibilité d'assurer la sécurité ou l'identification des personnes, ou dans le domaine du renseignement, est-ce que vous croyez que dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans, on va continuer à faire des conférences internationales à Genève? Peut-être. Peut-être, mais alors à ce moment-là, ce seront des organisateurs américains, iraniens, allemands ou je ne sais qui vont dire voilà les conditions, voilà le Bundesgrenzschutz qui vient, qui assure un périmètre de sécurité, et puis ce sera l'OTAN ou ce sera un pays voisin qui assurera le parapluie dans la troisième dimension. Mais ça, c'est ce qui pend au nez s'il n'y a pas cette capacité d'assurer la sécurité dans toutes les dimensions sécuritaires et contre toutes les menaces qui peuvent se présenter. Je l'ai dit tout au début de ce bref exposé, une des chances, une des qualités de la Suisse, une des choses qui permet l'éclosion et puis le développement de la démocratie, c'est la stabilité de ce pays et puis la responsabilité de sa population. Donc si on est en train de déboulonner les systèmes qui fonctionnent bien, j'aime autant dire que beaucoup de ces infrastructures, beaucoup de ces organisations internationales, on pourrait parler aussi des multinationales qui jouent un rôle très important économiquement dans cette région. On peut se poser la question, est-ce que finalement, si on doit implanter un siège ici ou de l'autre côté de la frontière, est-ce qu'il ne vaut pas mieux s'implanter de l'autre côté de la frontière? On paiera peut-être plus de taxes, plus d'impôts, mais d'un autre côté, on pourra faire appel à la police, on pourra faire appel aux services de renseignement, on pourra faire appel aux militaires ou à la gendarmerie si c'est nécessaire pour assurer la sécurité de ces organisations. Donc voilà, en quelques mots, je ne veux pas m'attarder beaucoup plus longtemps là-dedans, mais simplement dire que dans ce monde que j'anticipe post-Covid, vous savez, le Covid, il s'est passé pas mal de choses ces dernières semaines et ces derniers mois. On en parlait tout à l'heure à l'heure du café. Vous avez quand même des négociations qui ont eu lieu entre des États, si j'ose dire, amis, enfin des États qui coopèrent de manière très étroite, où vous avez tout d'un coup les États-Unis d'Amérique qui réquisitionnent un avion de transport affrété pour la France avec des masques de protection. Donc voilà, on décide, on prend, on paye avec une carte de crédit, et puis manu militari, c'est le cas de le dire, on prend ce matériel qui est considéré comme stratégique dans un contexte de pandémie. Alors vous allez dire, c'est les méchants Américains et puis les gentils Français, sauf que les gentils Français sont devenus les méchants Français lorsqu'ils ont fait exactement la même chose avec un avion Airbus qui s'est posé dans le sud de la France et qui était affrété à destination de l'Espagne. Donc finalement, les Français se sont vengés sur les Espagnols. Vous voyez, il y a toujours un gagnant, un perdant dans ces systèmes-là. Et donc, je crois qu'on n'est plus tout à fait dans la logique où tout le monde est gentil, où tout le monde respecte les droits. Dans une situation de crise, on se rend compte que très rapidement, la tolérance, la politesse, le droit commencent à être égratignés. Et finalement, on se rend compte que très rapidement, c'est une question de rapport de force. Et je clôturerai avec ces paroles du général MacArthur, qui a été, durant les années 1930, le directeur de l'Académie militaire de West Point. Il a dit, vous savez, on peut résumer toute l'histoire militaire en seulement 2 mots. Too late. Trop tard. Trop tard. Donc, lorsqu'on prend conscience qu'il y a un danger, c'est déjà trop tard. Et ça, c'est
la faiblesse, c'est le point faible de cette démocratie et de ces processus démocratiques et de ces infrastructures, c'est que ces infrastructures, ces moyens, ça prend du temps, ça met du temps à être mis en œuvre, mis en service. On n'est pas en train de parler des avions qui vont entrer en service, qu'on va acheter dans un supermarché et qu'on va introduire, mettre en service l'année prochaine. On est en train de parler dans 10 ans, dans 15 ans, et ces avions seront toujours en service dans 30 ou peut-être dans 40 ans. Donc il faut se rendre compte qu'on n'est pas en train de prendre des décisions pour aujourd'hui ni pour demain, mais simplement de garder une capacité d'agir, de garder une réserve, de garder une sécurité, si j'ose dire, au-delà de 2030. Il faut regarder un petit peu au-delà de l'horizon. En tant qu'ancien historien, j'ai beaucoup travaillé sur cette période des années 1930. Vous savez que la population suisse, en 1937, a investi énormément d'argent dans l'emprunt Menger, pratiquement 1 milliard de francs à l'époque. Ce milliard de francs devait acheter des avions de combat et des chars d'assaut, dont on aurait peut-être eu besoin 2 ans plus tard. Eh bien, parmi tous les appareils qui ont été commandés et les chars qui ont été commandés en Tchécoslovaquie à l'époque, on n'en a livré qu'une douzaine, parce que bien sûr la Tchécoslovaquie a été envahie par l'Allemagne. Donc je répète, too late. Quand on se rend compte qu'il y a un problème, généralement, c'est déjà trop tard, et on le voit avec le Covid. Lorsque vous avez besoin stratégiquement et urgemment de quelque chose, il y a bien des chances que tout le monde a le même besoin exactement au même moment. Ça va coûter très cher, ça va être difficile d'acquérir. Et si vous êtes tout seul, vous faites pas partie d'une coalition, ça va être très difficile de démontrer que vous avez tellement plus d'argent et plus de moyens et plus de ressources pour acquérir ce dont vous avez besoin pour assurer votre protection. Merci beaucoup. Merci Alexandre Travers. Je vous demande juste de rester un instant. Juste une petite question, et assez rapidement, s'il vous plaît, dans la réponse. Imaginons, admettons, qu'il y a une guerre conventionnelle en Europe. Pour que ça arrive concrètement jusqu'en Suisse, ça veut dire que nos voisins relativement puissants n'ont pas fait leur travail, entre guillemets. L'OTAN n'a pas réussi à arrêter l'ennemi. Finalement, qu'est-ce que nous, on peut faire à ce moment-là avec nos chars d'assaut et nos avions de combat, alors que nos voisins n'ont pas réussi? Alors, nos voisins ont les mêmes outils que nous, et je reviens à cette idée de la coopération. Si vous voulez coopérer, il faut avoir quelque chose à poser sur la table. Donc c'est juste une question de négociation. C'est pas une question de sécurité. Vous êtes beaucoup plus crédible si vous avez quelque chose à mettre sur la table. Et puis, en termes d'attaque, alors les attaques ou les menaces peuvent prendre toute une série de formes, mais enfin, je prends historiquement une vérité, c'est que les nouvelles menaces ne remplacent pas les anciennes. Ça, c'est une absolue vérité. Donc le cyber n'a pas remplacé les bonnes vieilles menaces, que ce soit l'utilisation d'armes nucléaires, que ce soit l'utilisation de forces conventionnelles. Et donc, quelque part, vous vous trouvez très rapidement dans une situation où s'il vous manque certains moyens, c'est forcément là-dessus qu'on va jouer, c'est forcément là qu'on va attaquer. Merci beaucoup, Alexandre Travers.